Été 1943. Camp Crossville, Tennessee. Le liquide brun pétillant dans la bouteille fascina le soldat allemand qui n'avait jamais rien vu de tel. Après 2 années de combat en Afrique du Nord, à subsister sur des biscuits durs et le café d'ersatz, substitut, cette boisson sucrée et gazeuse, appelée Coca-Cola, représentait l'impossible devenu réalité. Elle coûtait 500 à la cantine du camp, le même prix que, lui informèrent les gardes, les enfants américains payaient avec leur argent de poche. À travers les camps de prisonniers américains cet été, 371 683 prisonniers de guerre allemands allaient affronter une réalité qui contredisait tout ce que la propagande nazie leur avait enseigné sur la faiblesse américaine. Ils découvrirent une nation où la glace était un dessert habituel, où les boissons gazeuses étaient des breuvages quotidiens, où les barres chocolatées étaient de si communes que les gardes en donnaient. Ces simples aliments, ces friandises que la plupart des enfants allemands n'avaient jamais goûtées, allaient systématiquement démolir l'idéologie nazie plus efficacement que n'importe quel programme de propagande. Les mathématiques de l'abondance s'écrivaient en sucre et en gaz carbonique, en chocolat et en glace, révélant une capacité industrielle américaine qui transformait la privation allemande non pas en noble sacrifice, mais en souffrance inutile. Ce qui commença comme de l'émerveillement devant les confiseries américaines allait évoluer vers une transformation psychologique complète. La fin du désert. La reddition de l'Africa Korps en Tunisie en mai 1943 amena environ 250 000 soldats allemands et italiens en captivité alliée. Ces vétérans du désert qui avaient repoussé les Britanniques jusqu'en Égypte sous le commandement de Rommel s'attendaient à un traitement dur en tant que prisonniers. La propagande nazie les avait préparés à la brutalité et à la famine américaine. Au lieu de cela, quelques heures après leur reddition, ils rencontrèrent les rations K américaines. Ces rations de campagne, dont se plaignaient couramment les soldats américains, contenaient des trésors, des crackers, du fromage fondu, des bonbons, des barres de fruits, du café instantané, des comprimés de sucre et des cigarettes. Les soldats allemands, qui avaient survécu avec des rations minimales pendant des mois, traitèrent ces repas d'urgence comme des festins. Selon les archives militaires, dans les camps de traitement en Afrique du Nord, l'armée américaine servait des pancakes au sirop, des œufs frais et du lait, des aliments qui avaient disparu des rations militaires allemandes des années plus tôt. L'alimentation systématique des ennemis, avec une nourriture supérieure, commença immédiatement, bien que son impact psychologique ne serait compris que plus tard. Un officier allemand témoigna plus tard, auprès du Comité international de la Croix-Rouge, « Nous nous attendions à être affamés en tant que prisonniers. Au lieu de cela, les Américains nous ont mieux nourris que notre propre armée. » Cette confusion au sujet des ressources américaines commença notre éducation. Les Liberty Ships, transportant les prisonniers de guerre à travers l'Atlantique à l'été 1943, fournirent une éducation intensive sur l'abondance américaine. Ces navires, produits en masse à un rythme sans précédent, interminés toutes les 42 heures au pic de production, transportaient jusqu'à 30 000 prisonniers par mois vers les États-Unis. Les archives navales montrent que les rations des prisonniers à bord de ces navires équivalaient ou dépassaient les provisions standards de l'équipage, environ 3500 calories par jour, comprenant du pain frais, de la viande, des légumes et du café avec du sucre et du lait. Les systèmes de réfrigération des navires, équipements standards sur les bâtiments américains, maintenaient la fraîcheur des aliments pendant toute la traversée de 2 semaines. Plus remarquable encore, des témoignages documentés confirment que de la glace était servie à plusieurs reprises pendant les traversées de l'Atlantique. Le journal de bord de l'USS General M.B. Stewart de juillet 1943 relate avoir servi de la glace aux prisonniers le 4 juillet en utilisant la machine à glace du navire qui produisait 38 litres par lot. Pour des hommes qui n'avaient pas vu de glace depuis avant la guerre, ce dessert glacé au milieu de l'océan défiait toute compréhension. Lorsque les navires accostaient dans des ports comme Norfolk et Newport News, les prisonniers de guerre allemands découvraient une Amérique que la propagande nazie avait déclarée impossible. La base navale de Norfolk, couvrant 1740 hectares, avec d'importantes installations portuaires, traitait plus de cargaisons par jour que les principaux ports allemands n'en géraient par semaine.
Dans les coopératives du port, des boutiques pour les dockers, les prisonniers apercevaient des étagères garnies de barres chocolatées de grands fabricants comme Hershey, Mars et Nestlé. Les registres d'approvisionnement militaire de 1943 montrent que ces coopératives stockaient des dizaines de variétés de bonbons, les vendant au prix standard, 5 cents pour la plupart des barres chocolatées. Le même prix pratiqué dans toute l'Amérique. Le voyage vers l'intérieur des terres en train fournit une éducation supplémentaire. Contrairement aux wagons à bestiaux utilisés pour le transport en Europe, les prisonniers de guerre allemands voyageaient dans des voitures de passagers, les wagons-restaurants servaient des repas complets. Des menus documentés de juillet 1943 montrent du poulet frit, des légumes, de la tarte et du café. Les prisonniers découvrirent que ce n'était pas un traitement spécial, mais le service ferroviaire américain standard. Le système de camps de prisonniers, construit à travers l'Amérique, hébergeait les prisonniers de guerre dans des conditions qui dépassaient les exigences de la Convention de Genève. Le camp Crossville, Tennessee, typique des grandes installations, comprenait l'électricité, l'eau chaude, des toilettes à chasse d'eau et des baraquements chauffés, mais les coopératives du camp, les boutiques PX, eurent l'impact le plus profond. Selon les registres de l'intendance militaire, les coopératives des camps stockaient de multiples marques de boissons gazeuses, Coca-Cola, Pepsi, Dr Pepper, RC Cola, diverses barres chocolatées et confiseries, de la glace, là où la réfrigération le permettait, des cigarettes et du tabac, des fruits frais et des snacks, de la bière à 3,2% d'alcool. Les prisonniers gagnaient 80 cents par jour pour leur travail, plus tard porté à $1. Avec les barres chocolatées à 500 et le Coca-Cola au même prix, le salaire d'une journée pouvait acheter 16 articles, une abondance au-delà de l'imagination allemande, où de tels produits, s'ils étaient disponibles, nécessitaient des relations particulières. Coca-Cola devint le symbole de la démocratie industrielle américaine. La production en temps de guerre de la Coca-Cola Company atteignit des niveaux remarquables. Les archives de l'entreprise montrent 5 milliards de bouteilles produites, rien qu'en 1943. Le contrat militaire garantissait le Coca-Cola à 500 aux militaires américains dans le monde entier. Un engagement nécessitant une logistique sans précédent. Les prisonniers allemands découvrirent que cette boisson gazeuse, inconnue de la plupart avant leur capture, était omniprésente en Amérique. Chaque camp recevait des livraisons régulières. Les équipes de travail observaient des distributeurs automatiques et des glacières partout. Stations-service, usines, écoles. Les Américains de tous âges et de toutes classes en buvaient occasionnellement, jetant des bouteilles à moitié vides sans y penser. La standardisation stupéfia les prisonniers à l'esprit technique. Le Coca-Cola avait exactement le même goût qu'il soit consommé dans le Maine ou au Texas. Un exploit de contrôle de la qualité dépassant tout ce que l'industrie allemande avait accompli. Le concentré de sirop fabriqué à Atlanta et distribué dans tout le pays aux usines d'embouteillage représentait une coordination industrielle qui remettait en question les présupposés nazis sur le chaos américain. Les archives historiques des archives de la Coca-Cola Company confirmèrent que de nombreux camps de prisonniers recevaient des livraisons hebdomadaires de 200 à 300 caisses, chacune contenant 24 bouteilles. Le camp Hearne, au Texas, à lui seul, consommait environ 7000 bouteilles par semaine durant l'été 1943. La glace dans les camps de prisonniers américains semblait impossible à des Allemands qui n'en avaient pas vu depuis avant la guerre. Pourtant, les archives de l'armée confirmèrent que la glace était régulièrement servie dans les camps disposant d'une réfrigération adéquate pendant les mois d'été. L'armée considérait la glace comme essentielle pour le moral, si importante que des navires à glace spécialisés furent construits pour la flotte du Pacifique. Au camp Shelby, Mississippi, la célébration du 4 juillet 1943 incluait de la glace faite sur place. Les prisonniers regardaient les sorbetières à manivelle produire des litres en utilisant de la glace, du sel, de la crème, du sucre et des arômes. L'utilisation occasionnelle de ressources rares, de la glace en juillet, de la crème, du sucre pour de la nourriture de divertissement, démontrait des priorités que les Allemands ne pouvaient saisir. Dès 1944, de nombreux camps avaient des machines à glace électriques.
La variété disponible, chocolat, vanille, fraises, noix de pécan beurrées, dépassait ce que les glaciers allemands proposaient avant la guerre. Les prisonniers pouvaient acheter des esquimaux pour 100 cents, des sandwichs glacés pour le même prix ou des coupes de différentes saveurs. Les registres d'approvisionnement de l'armée montrent que les grands camps commandaient de 190 à 380 litres de glace par semaine pendant les mois d'été. La fréquence variait selon l'emplacement et la saison, mais les prisonniers jouissaient régulièrement de ce luxe glacé qui avait disparu de la vie allemande. La consommation de sucre dans les camps de prisonniers américains eut un impact particulièrement puissant. En Allemagne, le sucre était strictement rationné. Les civils recevaient 280 grammes par mois quand il était disponible. Dans les camps américains, le sucre se trouvait dans des bols sur les tables du mess pour une utilisation illimitée. Les registres de l'intendance de 1943 à 1945 montrent que les camps recevaient des sacs de sucre raffiné de 45 kilos par semaine. Les boulangeries des camps utilisaient le sucre avec libéralité. Gâteaux, biscuits et tartes apparaissaient régulièrement au menu. Les mess halls sucraient le café, le thé, les céréales et les desserts sans restriction. Un incident documenté du camp Aliceville, Alabama, illustre le contraste. En août 1943, le temps humide durcit plusieurs centaines de kilos de sucre, le rendant difficile à utiliser. Plutôt que de le ramollir à la vapeur et de le récupérer, comme l'auraient fait les Allemands, le personnel de cuisine le jeta et commanda des provisions de remplacement. Les prisonniers allemands travaillant dans la cuisine furent, selon les rapports, bouleversés par ce gaspillage. Les habitudes de consommation de chocolat américain révélèrent une abondance démocratique. Les principaux fabricants Hershey, Mars, Nestlé produisaient des millions de barres par mois malgré les restrictions de guerre. L'armée seule acheta 170 millions de kilos de produits chocolatés pendant les années de guerre. Les coopératives des camps de prisonniers stockaient de multiples variétés de chocolat. La barre Hershey Standard, les barres chocolatées de ration D, les barres de chocolat d'urgence et diverses barres chocolatées contenant du chocolat étaient disponibles pour 5 à 100 $. Les prisonniers découvrirent que les Américains avaient des préférences parmi les marques de chocolat, en choisissant une plutôt qu'une autre sans y penser. Les colis de la Croix-Rouge, distribués mensuellement aux prisonniers, comprenaient des barres chocolatées parmi d'autres articles. Les archives de la Croix-Rouge américaine montrent que les colis standards contenaient du chocolat ou des barres de bonbons, du café instantané, du fromage fondu, des crackers, de la viande en conserve, des cigarettes, du savon. Ces colis complétaient les rations régulières, fournissant des articles de luxe qui dépassaient ce que les civils allemands recevaient comme ration de base. Thanksgiving 1943 initia les prisonniers allemands à l'abondance des fêtes américaines. Cette célébration, purement américaine, démontra une coordination nationale de la consommation qui éclipsait les efforts d'organisation allemands. Les archives de l'armée confirment que tous les camps de prisonniers servirent le dîner traditionnel de Thanksgiving, dinde rôtie avec farce, purée de pommes de terre et sauce, patates douces, sauce aux canneberges, légumes, tarte à la citrouille, café et lait. La logistique nécessaire pour fournir des dîners de dinde à 425 000 prisonniers de guerre et à des millions de militaires américains dans le monde entier montra des capacités organisationnelles hors pair. Le fait que les prisonniers allemands reçoivent le même repas que les soldats américains souligna une égalité de traitement qui contredisait la hiérarchie raciale nazie. Noël 1943 apporta une générosité inattendue de la part des civils américains. Des groupes religieux, des organisations civiques et des particuliers envoyèrent des colis aux prisonniers de guerre allemands. L'American Friends Service Committee, à lui seul, distribua 50 000 colis de Noël à des prisonniers ennemis. Ces colis contenaient typiquement des cookies maison, des bonbons, des articles de toilette, des jeux et des livres, des cigarettes, du matériel d'écriture. Les communautés locales près des camps fournirent de souvent un soutien supplémentaire. À Tonkawa, Oklahoma, les habitants apportèrent des friandises maison aux prisonniers allemands du camp Tonkawa. À Hearne, Texas, des groupes religieux apportèrent des cookies et des bonbons de Noël au camp Hearne. Cette gentillesse civile envers des ennemis remit fondamentalement en cause l'idéologie nazie.
Des Américains, qui avaient des membres de leur famille combattant l'Allemagne, montrèrent néanmoins de la charité envers des prisonniers allemands, démontrant la force par la miséricorde plutôt que par la vengeance. Alors que les pénuries de main-d'œuvre s'intensifiaient, les prisonniers de guerre allemands travaillèrent de plus en plus à l'extérieur des camps, assistant de première main à la production alimentaire américaine. Dès 1944, environ 100 000 prisonniers travaillaient dans l'agriculture et la transformation des aliments, acquérant une connaissance intime de l'abondance américaine. Dans les vergers du Michigan, les prisonniers cueillaient des cerises destinées à la production de marasquin, ces garnitures brillantes surmontant les coupes glacées. Le volume les stupéfia. Des vergers individuels produisant des tonnes de fruits à des fins décoratives. Dans les conserveries, les prisonniers observèrent un contrôle de la qualité qui rejetait des aliments parfaitement comestibles pour des imperfections mineures. Les archives de Del Monte de 1944 montrent qu'environ 15% des fruits étaient rejetés pour la mise en conserve en raison d'irrégularités de taille ou de défauts mineurs, généralement détournés vers l'alimentation animale. La transformation de la betterave sucrière dans le Colorado et le Nebraska révéla une mécanisation agricole au-delà des réalisations allemandes. Des fermes individuelles produisaient plus de betteraves sucrières que des régions allemandes entières. Les prisonniers apprirent que la production américaine de sucre, provenant à la fois de la canne et des betteraves, atteignait environ 7 millions de tonnes par an, expliquant l'abondance désinvolte qu'ils observaient. Les prisonniers allemands travaillant près des écoles furent témoins des premières versions de programmes organisés de repas scolaires. Les enfants recevaient des déjeuners chauds comprenant du lait, des protéines et des légumes. Le National School Lunch Act officialiserait cela en 1946, mais des programmes précurseurs fonctionnaient pendant la guerre. Le programme de lait impressionna particulièrement les observateurs allemands. De nombreuses écoles fournissaient du lait frais aux enfants quotidiennement. La logistique de livraison quotidienne à des milliers d'écoles démontrait une capacité organisationnelle que l'Allemagne ne pouvait atteindre pour les fournitures militaires. Certaines cantines scolaires proposaient de la glace, moyennant un supplément. Le concept d'enfants achetant des desserts glacés à l'école, tandis que les enfants allemands faisaient face à des pénuries alimentaires, créa un impact profond chez les observateurs prisonniers. Lorsque les prisonniers, en sécurité minimale, mangeaient dans des dîners américains sous surveillance, ils rencontraient l'abondance démocratique. Ces petits restaurants proposaient des menus qui auraient fait honneur à des établissements allemands d'élite, disponibles pour quiconque disposant de moyens modestes. Des prix documentés de 1944 montrent hamburger 2500, Coca-Cola 500, part de tarte 1500, coupe glacée 2500, menu complet spécial 65 à 7500. L'égalité de service, n'importe qui pouvait commander n'importe quoi, contredisait la stratification sociale allemande. Un ouvrier d'usine et un président de banque mangeaient des repas identiques sur des tabourets de comptoir adjacents, servis par la même serveuse pour le même prix. Alors que les prisonniers accédaient à des publications américaines, ils découvrirent des statistiques de production qui éclipsaient les efforts allemands. Production américaine de 1944, chiffre documenté, sucre, environ 7 millions de tonnes. Produits chocolatés et cacao, 170 millions de kilos pour l'armée seule. Coca-Cola, 5 milliards de bouteilles, chiffre 1943. Glace, plus de 2 milliards de litres. Lait, 45 milliards de litres. Production allemande de la même période. Sucre, fortement rationné, principalement à partir de betteraves. Chocolat, priorité militaire seulement. Boissons gazeuses, production minimale, glace. Pratiquement inexistante. Lait sévèrement rationné. Ces chiffres, publiés ouvertement dans les médias américains, démontraient que la production américaine en temps de guerre dépassait les sommets de l'Allemagne en temps de paix. Dès fin 1944, les prisonniers de guerre allemands envoyaient des colis alimentaires en Allemagne plutôt que d'en recevoir. Utilisant leur salaire du camp, les prisonniers achetaient des produits américains à envoyer chez eux. Barres chocolatées, café instantané, conserves. Les archives du Comité international de la Croix-Rouge confirment ce renversement.
les prisonniers allemands en Amérique envoyèrent environ 11 millions de colis en Allemagne pendant leur captivité, la plupart contenant des denrées alimentaires. L'impact sur les familles allemandes recevant l'abondance américaine de parents emprisonnés alors qu'elles faisaient face à la famine en liberté mina profondément l'idéologie nazie. Le rationnement américain mis en œuvre pendant la guerre révéla le gouffre entre les sociétés. Les Américains se plaignaient du rationnement de sucre de 900 grammes par personne et par mois, plus du triple de l'allocation allemande quand elle était disponible. Le rationnement de la viande américain à 800 grammes par personne et par semaine dépassait ce que les Allemands recevaient par mois. Même rationnés, les Américains maintenaient des niveaux de consommation que les Allemands considéraient comme un luxe impossible. Les registres de l'Office of Price Administration montrent que les Américains achetèrent 33 kilos de sucre par habitant en 1944 malgré le rationnement 10 fois la consommation allemande. Au-delà du Coca-Cola, les prisonniers découvrirent l'industrie américaine des boissons gazeuses. Pepsi-Cola, Dr Pepper, RC Cola, Orange Crush et des marques régionales se faisaient concurrence à l'échelle nationale. La variété en elle-même, plusieurs entreprises produisant des produits similaires, démontraient une abondance de marché impossible sous l'économie contrôlée allemande. Des usines d'embouteillage fonctionnaient dans chaque grande ville. La technologie, carbonatation, embouteillage, capsulage, étiquetage étaient standardisées et efficaces. Des usines individuelles produisaient des millions de bouteilles par an. Le réseau de distribution atteignait chaque petite ville, station-service et épicerie. La production américaine de boissons gazeuses atteignit des milliards de bouteilles par an à la fin de la guerre, des dizaines de bouteilles par citoyen américain chaque année. La production de cette seule industrie dépassait des secteurs entiers de la production de biens de consommation allemande. Le printemps 1945 porta le coup final. Alors que les forces américaines avançaient à travers l'Allemagne, les prisonniers de guerre allemands en Amérique regardaient les actualités filmées des GI distribuant du chocolat et du chewing-gum aux enfants allemands. La joie de ces enfants en recevant des bonbons américains que leur propre gouvernement ne pouvait fournir acheva la démolition idéologique. Le contraste était saisissant. Les soldats américains, avançant en territoire ennemi, transportaient assez de bonbons pour en donner, tandis que l'État allemand, qui promettait le triomphe, livrait la famine. Les films sur la libération des camps de concentration montraient les troupes américaines partageant leurs rations avec des survivants squelettiques, démontrant de l'humanité envers les victimes du régime que les soldats allemands avaient servi. Entre 1945 et 1946, les prisonniers de guerre allemands retournèrent dans une patrie détruite. De nombreux prisonniers avaient pris du poids de manière significative en captivité américaine, tandis que leurs familles maigrissaient à cause de la famine dans une Allemagne libre. Ils apportèrent la connaissance de l'abondance à une terre de pénurie absolue. Les examens médicaux montrèrent que les prisonniers de guerre allemands revenaient généralement en meilleure santé qu'au moment de leur capture. Ils retournaient auprès de familles affaiblies par la privation. Cette preuve physique de l'abondance américaine contre la privation allemande était indéniable. Beaucoup de prisonniers rapportèrent chez eux leurs derniers colis de la Croix-Rouge. Chocolat, café et conserves qui devinrent des trésors familiaux. Des enfants qui avaient oublié le goût du chocolat reçurent des barres Hershey de pères qui avaient mangé régulièrement de la glace dans les camps de prisonniers. D'anciens prisonniers de guerre devinrent des partisans inattendus du plan Marshall. Ils avaient été témoins d'une abondance américaine qui n'était pas à somme nulle, une prospérité par la production plutôt que par la conquête. Leur témoignage selon lequel les Américains pouvaient se permettre de reconstruire leurs ennemis influença l'acceptation de l'aide américaine par l'Allemagne. Ces hommes comprirent que la puissance américaine venait de la capacité de production, non de l'extraction. Ils avaient vu une société assez riche pour gaspiller de la nourriture tout en menant une guerre mondiale. Ce modèle mental, création plutôt que conquête, façonna l'approche économique de l'Allemagne de l'Ouest.
Le miracle économique allemand des années 1950 fut partiellement construit sur les connaissances acquises dans les camps de prisonniers américains. D'anciens prisonniers de guerre qui avaient été témoins des méthodes de production américaines, des systèmes de distribution et de l'abondance des consommateurs appliquèrent ces leçons à la reconstruction allemande. Ils avaient appris que la production de masse pouvait rendre les luxes abordables. La standardisation permettait qualité et efficacité. L'abondance des consommateurs créait la stabilité politique. La démocratie industrielle pouvait produire plus que le contrôle autoritaire. Ces leçons, apprises à travers le Coca-Cola et la glace, façonnèrent une génération de dirigeants économiques et politiques allemands. La transformation des prisonniers de guerre allemands par l'abondance alimentaire américaine est documentée dans les registres de l'intendance militaire, les rapports du Comité international de la Croix-Rouge, les archives de production des entreprises, en particulier les archives de Coca-Cola, la correspondance des prisonniers de guerre, censurée mais préservée, les entretiens d'après-guerre et les mémoires, les études académiques, en particulier les recherches approfondies d'Arnold Kramer. Arnold Kramer, le principal historien des prisonniers de guerre allemands en Amérique, conclut que l'abondance alimentaire fut centrale dans la transformation idéologique. Ces recherches confirmèrent que l'abondance désinvolte américaine accomplit ce que les programmes de rééducation formelle ne purent achever: la démolition complète des mythes de supériorité nazie. Le résumé statistique, les chiffres, racontent une histoire irréfutable. Consommation moyenne d'un prisonnier de guerre de 1943 à 1946. Calories quotidiennes, 3300 à 3600. Sucre, 1,8 kg par mois disponible. Viande, 900 grammes par semaine. Lait, 1 litre par jour disponible. Glace, servie régulièrement pendant l'été. Boissons gazeuses, illimitées, à 500 pièces. Rations civiles allemandes, même période. Calories quotidiennes, 1200 à 1500. Sucre, 280 grammes par mois quand disponible. Viande, 300 grammes par semaine, souvent indisponible. Lait, sévèrement rationné. Glace, inexistante. Boissons gazeuses, aucune disponible. Ces disparités n'étaient non pas de la propagande, mais une réalité documentée. Les prisonniers ennemis mangeaient mieux que les civils allemands, prouvant que l'abondance américaine s'étendait même aux ennemis vaincus. L'expérience des prisonniers de guerre avec la culture alimentaire américaine influença profondément l'Allemagne d'après-guerre. Coca-Cola revint en Allemagne de l'Ouest en 1949, devenant un symbole de l'alliance américaine. Des glaciers calqués sur les soda fountains américains apparurent dans les villes allemandes. Les barres chocolatées et le chewing-gum devinrent des symboles de la reconstruction. D'anciens prisonniers de guerre devinrent souvent importateurs de produits alimentaires américains, comprenant leur attrait par expérience personnelle. Ils savaient que ces produits représentaient plus qu'un goût. Ils symbolisaient l'abondance, la démocratie et la modernité. L'introduction des supermarchés en Allemagne dans les années 1950 fut soutenue par d'anciens prisonniers de guerre qui avaient fui des épiceries américaines. Ils comprirent que l'abondance démocratique nécessitait de nouvelles méthodes de distribution, pas seulement des augmentations de production. Dans divers entretiens et mémoires d'après-guerre, les prisonniers de guerre allemands identifièrent systématiquement l'abondance alimentaire comme transformative. Un ancien officier de l'Afrika Korps déclara dans un entretien de 1975 « Nous nous attendions à vaincre une Amérique faible, divisée. Au lieu de cela, nous trouvâmes une nation qui pouvait donner de la glace à ses ennemis. C'est à ce moment-là que nous sûmes que nous avions perdu plus qu'une guerre. Nous avions perdu toute notre vision du monde. » Un autre vétéran interviewé pour un documentaire en 1985 se souvint « Mon premier Coca-Cola, c'était comme boire le futur. C'était sucré, pétillant, complètement inutile et disponible pour n'importe qui pour 500. » Cette boisson contenait tout ce que l'Allemagne nazie n'était pas. Abondante, démocratique, joyeuse. Ces témoignages recueillis au fil des décennies confirment que l'abondance alimentaire américaine réalisa ce que la seule défaite militaire ne put accomplir, une transformation idéologique complète.
Les hommes qui arrivèrent en guerriers nazis partirent en témoins de la prospérité démocratique. Les historiens reconnaissent l'expérience des prisonniers de guerre allemands en Amérique comme une rééducation remarquablement réussie par l'abondance plutôt que par la propagande. Le programme réussit parce qu'il reposait sur l'observation plutôt que sur l'instruction. Les prisonniers de guerre virent la société américaine fonctionner à pleine productivité tout en traitant ses ennemis avec dignité. L'aspect alimentaire était crucial parce qu'il était universel. Tout le monde comprend la faim et la satisfaction, indéniable. La prise de poids et l'amélioration de la santé étaient visibles. 3 repas continus par jour, plus les achats à la cantine. Les prisonniers connaissaient intimement la privation allemande. Chaque repas devint une leçon sur la capacité industrielle américaine. Chaque Coca-Cola démontrait la standardisation et la distribution. Chaque coupe glacée montrait que l'abondance pouvait être démocratique. Les enfants de prisonniers de guerre grandirent en entendant parler de l'abondance américaine dans les camps de prisonniers. Ces histoires, semblant initialement fantastiques, furent validées lorsque l'Allemagne de l'Ouest se redressa et que les produits américains devinrent disponibles. La mythologie de l'abondance américaine, née dans les camps de prisonniers, façonna des générations de relations germano-américaines. Beaucoup d'enfants de prisonniers étudièrent ou travaillèrent à plus tard en Amérique. Attirés par les histoires de leur père sur une abondance impossible, ils trouvèrent que la réalité correspondait au récit. Des supermarchés remplis de variétés, des soda fountains servant des coupes glacées, des rayons de bonbons offrant des dizaines de choix. Cet impact multigénérationnel s'étendit au-delà des individus. La culture commerciale ouest-allemande absorba des leçons sur l'abondance des consommateurs, la standardisation de la qualité et les marchés démocratiques. Le miracle économique ne concernait pas seulement la production, mais la création d'abondance pour les citoyens ordinaires. Aujourd'hui, McDonald's exploite plus de 1400 restaurants en Allemagne. Coca-Cola est omniprésent, la glace est ordinaire. La transformation de la pénurie à l'abondance, initiée dans les camps de prisonniers américains, est achevée. Pourtant, la leçon historique reste puissante. La transformation idéologique par l'abondance plutôt que par la privation. La gentillesse plutôt que la cruauté, la démonstration plutôt que la propagande. Les prisonniers de guerre allemands, qui ne pouvaient croire à la glace et au Coca-Cola dans les camps de prisonniers américains, furent témoins de l'arme ultime de la démocratie. La capacité de créer une telle abondance qu'elle pouvait être partagée sans façon avec des ennemis. L'histoire des prisonniers de guerre allemands et de l'abondance alimentaire américaine représente la victoire la plus inhabituelle de l'histoire. Une guerre gagnée par la générosité, une idéologie vaincue par la glace, une vision du monde brisée par les boissons gazeuses. Ces hommes subirent une transformation non par la punition, mais par la profusion. Ils arrivèrent en croyant à la supériorité allemande et à la faiblesse américaine. Ils partirent en comprenant que la force américaine venait d'une capacité de production si vaste qu'elle pouvait gaspiller des ressources sans inquiétude. La société qui pouvait donner du Coca-Cola à des prisonniers pour 500 possédait un pouvoir au-delà de la puissance militaire. La coupe glacée avec ses couches d'excès, glace, sirop, crème chantilly, noix, cerises, devint une métaphore de l'abondance américaine. Chaque composant seul dépassait les rêves allemands. Combinés, ils représentaient un luxe impossible devenu routine.